3, 2, 1. Here we go! Rebonjour à tous et merci d'être avec nous pour entamer cet après-midi de conférence après une matinée déjà riche d'échanges. Alors, vous le savez tous, cet hiver, de nombreux secteurs de la région ont subi des crues, des inondations dévastatrices et à répétition. Des quantités de pluie records ont été enregistrées tout au long de l'hiver. Plus de 200 communes du Pas-de-Calais et une trentaine du Nord ont été sinistrées. Alors, au-delà des phénomènes naturels, la conjugaison de l'occupation humaine en zone inondable, l'artificialisation des sols et des cours d'eau, tout cela contribue à accentuer très fortement tous ces risques qui sont aussi liés au changement climatique, nous le verrons. On sait que ces risques vont sans doute s'accentuer dans les décennies à venir, donc les retours d'expérience sont primordiaux pour tenter de trouver les réponses les plus adaptées à chaque territoire. Les intercommunalités, vous le savez, agissent déjà au travers de leurs compétences GEMAPI. Elles mettent en place des opérations de restauration des cours d'eau, de lutte contre le ruissellement en zone rurale, des aménagements pour la gestion des eaux pluviales. On va détailler tout cela dans cette conférence qui est pilotée par l'agence de l'eau Artois-Picardie. Et nous la remercions, cette agence de l'eau, de nous avoir aidé à organiser cette conférence. On va donc parler des bonnes pratiques et des solutions concrètes pour réduire ces risques de nouvelles inondations. Pour cela, nous avons avec nous Stéphane Jourdan. Je vous en prie, rejoignez-nous. Expert service expertise, écosystème et nouveaux enjeux à l'agence de l'eau Artois-Picardie. Philippe Parent, directeur de l'Institut intercommunal des Wateringues. Et Valérie Saudemont, directrice cycle de l'eau GEMAPI, je me suis installée là, au sein de la CAPSO, la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer. Merci à tous les trois d'être avec nous. Je reprécise, comme pour les conférences précédentes, que tout ceci est enregistré et sera visible dans quelques jours sur la chaîne YouTube du Salon Cyclo. Donc s'il y a des présentations, des slides que vous n'avez pas le temps de voir, ne vous inquiétez pas, vous pourrez faire pause et regarder tout ça dans le détail dans quelques jours. Et je précise, enfin, avant de commencer, qu'un temps d'échange avec le public sera possible à la fin de cette conférence. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre de côté. Et je pense que nos intervenants se feront un plaisir d'y répondre. Stéphane Jourdan, on va commencer avec vous, donc du côté de l'agence de l'eau Artois-Picardie. On va poser les enjeux de ce territoire et les points sur lesquels vous travaillez au sein de l'agence, parmi lesquels vous allez développer la restauration écologique des cours d'eau. Et on vous donne ça aussi. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer d'introduire les enjeux et le sujet donc, au niveau de la politique de l'agence de l'eau. Simplement, rappeler qu'une agence de l'eau, le principe de base, c'est qu'elle reçoit les redevances par rapport aux différents usages de l'eau et qu'en contrepartie de ces redevances, elle a un budget pour restaurer les milieux. On s'inscrit quand même dans un bassin où on est à 5 millions d'habitants pour 20 000 km², donc on a une densité très importante. L'enjeu principal du bassin en termes de qualité de l'eau, ça reste les logiques d'assainissement et également donc, en termes de ressources. On a la chance d'avoir sous nos pieds une ressource d'eau souterraine qui nous permet d'avoir cette alimentation en eau potable. Néanmoins, en fin d'année, à l'échelle du bassin, on a eu des événements exceptionnels qui ont été des crues centennales en termes de débit, voire en termes de volume à gérer. Donc mon voisin en reparlera tout à l'heure, des volumes exceptionnels à gérer par rapport aux événements qu'on a connus qui se sont étendus de novembre quasiment jusqu'à février. Et pour certains aléas, notamment les remontées de la nappe, ces événements sont encore en cours. Je pense notamment aux sinistrés toujours sous l'eau dans le Montreuil-Ouai, par exemple, par rapport à ces remontées de nappe, puisqu'au-delà de ce qui tombe, il y a aussi ce qui remonte de la nappe et qui provoque aujourd'hui ces sinistres. Donc, dans les phénomènes d'aléas, on a bien entendu ces aléas liés au débordement de cours d'eau. Philippe en reparlera. On a cette gestion aussi du polder sur le nord de notre bassin, qui est vraiment un cas particulier en France. Mais comme on a quand même des terres qui ont été gagnées sur la mer et donc des terres qui sont en dessous du niveau de la mer. Et donc, du coup, c'est des territoires, bien entendu, quand il y a ces événements,
conjugaison entre des précipitations abondantes, des marées à faible tirage pour l'évacuation des eaux, on a ces volumes d'eau à gérer qui ont été exceptionnels pendant la crise. Philippe en reparlera. L'autre aléa, je vous ai parlé de l'aléa débordement de cours d'eau, l'aléa submersion marine. On a un aléa important aussi lié à l'érosion des sols. Et effectivement, quand tout se conjugue, quand on a des coefficients de marée importants ou faibles par rapport au tirage, quand on a des précipitations importantes, des débordements de cours d'eau et quand on a des ruissellements à gérer, du coup, voilà, tout se conjugue et si on a des enjeux qui sont situés sur les bassins versants, des sinistres qui sont connus pour les biens, les personnes. C'est ce qui s'est passé entre novembre et février. Alors, je vous ai mis quand même à droite une photo de Villers-Plouich en 2008. C'est l'un des premiers cas de mort d'homme par des phénomènes d'aléas, on va dire, climatiques à l'échelle du bassin qui étaient liés à une coulée de boue. Il y en a eu d'autres depuis, notamment sur le bassin versant de l'Isère et plus récemment sur le territoire de la collectivité de la Combe d'Aglo de Saint-Quentin. Alors, on parle beaucoup d'inondations. Vu la météo du moment, je ne suis pas certain, mais globalement, on est aussi un bassin maintenant qui est concerné par les enjeux liés à la sécheresse. C'est un peu nouveau dans notre bassin en termes d'événements, mais globalement, on a à gérer aussi dans notre bassin des arrêtés de crise liés à la sécheresse avec des restrictions des usages de l'eau, qui est quelque chose qui est un peu surprenant par rapport à notre bassin, mais qui nous concerne aussi, comme partout en France, on va dire. Et donc, du coup, on a des territoires à enjeu en termes de gestion quantitative. On voit ici en rouge la métropole européenne de Lille par rapport à son alimentation en eau potable. Elle est concernée en premier chef par ces problématiques de ressources. Quand bien même la ressource en eau liée à la nappe souterraine peut être abondante, ces problèmes de gestion quantitative restent à régler. Et puis pour l'agence de l'eau, quand même, la cible, l'objectif qu'on se donne au-delà de la prévention des inondations en termes de solidarité de bassin, c'est aussi les objectifs environnementaux. Il y a une directive, la directive 4 sur l'eau. Quoi qu'on puisse faire, quoi qu'on puisse réaliser dans le bassin, on a quand même ces objectifs d'atteindre le bon état des masses d'eau, donc à l'horizon 2027 maintenant pour cette directive 4 sur l'eau. La cible est encore assez éloignée en termes de portée. On se donne pour objectif 50% de masse d'eau en bon état en 2027. On dépasse péniblement aujourd'hui les 20%. Et en fait, l'objectif, la problématique de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est que je vais essayer de vous montrer comment on peut concilier les deux. C'est-à-dire essayer de se prémunir de cet aléa de débordement de cours d'eau, tout en essayant d'atteindre ces objectifs environnementaux de bon état des masses d'eau. Donc la notion que j'ai évoquée, ces différents aléas, remontée de nappe, érosion des sols, débordement de cours d'eau, on pourrait rajouter aussi débordement de réseau. Bon, en fait, historiquement, ça ne posait pas trop de soucis puisqu'on n'avait pas d'occupation du sol et d'aménagement qui était dans le lit majeur des cours d'eau. Aujourd'hui, on s'est installé pour beaucoup de communes dans le lit majeur des cours d'eau, voire sur certains projets qu'on a à gérer directement dans le lit mineur des cours d'eau. Quand il y a des événements, des aléas de débordement de cours d'eau, du coup, ça crée un risque, que ce soit pour les biens ou pour les personnes. Donc ça, aujourd'hui, on subit, entre guillemets, cet aménagement du territoire qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui se sont plaintes des inondations parce qu'elles sont directement concernées. L'aléa est un phénomène naturel. Par contre, le fait d'implanter des aménagements et des enjeux dans le lit mineur ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, on crée un enjeu et donc, du coup, ça amplifie le risque. L'échelle de réflexion par rapport à ce que vont vous présenter aussi mes voisins, la logique, c'est vraiment cette logique de bassin versant. C'est-à-dire que la gestion de l'eau et l'approche de ces enjeux, que ce soit la qualité de l'eau, le bon état ou la préservation des biens et des personnes, ça doit s'apprécier toujours à ces différentes échelles. Alors, vous avez des petites flèches, j'ai déjà évoqué les petites flèches. L'eau s'écoule normalement de l'amont vers l'aval. Alors, mon voisin connaît certains canaux où le matin, ça s'écoule de l'amont vers l'aval. Et puis, de temps en temps, ça s'écoule de l'aval vers l'amont par des systèmes de pompes. On renvoie l'eau soit chez nous vers la mer, soit vers les Belges. Mais des fois, on peut avoir ces échanges de l'eau qui peuvent être perturbés. Ma voisine à gauche a connu pendant les événements aussi des débordements latéraux. C'est les petites flèches sur le côté. Alors, on parle beaucoup de nous sur le journal de TF1, effectivement, quand il y a des arrêtés de sécheresse et quand il y a ces petites flèches. Juste rappeler que ces petites flèches latérales, en lit majeur du débordement de cours d'eau, c'est quelque chose qui est naturel. C'est un aléa qui est naturel, une inondation, c'est quelque chose qui est naturel. Ce qui peut être surprenant, c'est que l'inondation qu'on subit, elle a une chance tous les 2 ans de se produire, une chance tous les 10 ans de se produire, ce débordement. Là, pour le bassin, on a connu des événements qui ont plutôt une chance sur 100, sur 500, voire sur 1000 de se produire dans l'année. Donc, c'est quand même des événements exceptionnels. Mais les petites flèches sur le côté, c'est quelque chose qui est naturel.
Ce qui n'est pas naturel aujourd'hui, c'est d'aller implanter des zones d'activité, des zones industrielles ou des maisons directement dans ces espaces-là, voire vraiment proche cours d'eau. Et puis un échange qu'on oublie souvent, c'est l'échange vertical, c'est que ce qu'on fait au niveau du cours d'eau, au niveau de sa qualité de l'eau, la nappe aujourd'hui, elle est en train de déborder sur le Montreuil, je l'ai dit, on voit l'importance de ces échanges entre la nappe et le cours d'eau. Et aujourd'hui, la nappe, c'est aussi le réceptacle des usages qu'on fait de l'eau. C'est-à-dire que les pollutions qu'on génère aujourd'hui, dans 10-15 ans, on les retrouvera dans la nappe. Et aujourd'hui, certaines pollutions qu'on a réalisées, générées il y a 10-15 ans, on les retrouve sur les sources des cours d'eau par rapport à certaines substances qu'on retrouve dans les analyses d'eau de la nappe. Toute la politique de l'eau en France est basée sur cette notion de cours d'eau et cette notion de bassin versant. Simplement, c'est très tardivement, c'est en 2016 qu'on a défini ce qu'est un cours d'eau. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui est écrit sur la diapositive, mais globalement, un cours d'eau, un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. Alors, ce débit suffisant cette année, ça devrait aller. Je pense qu'il sera largement suffisant vu la pluviométrie qu'on a. Mais chacun a sa perception, sa vision de l'aménagement du cours d'eau. Le pêcheur, l'usager de la nature, l'ingénieur qui construit des routes, chacun a sa vision de la nature. Et quand vous entendez dans les médias dire les cours d'eau en France ne sont pas gérés, ne sont pas entretenus, c'est parce que chacun a sa vision. Et donc, dans l'image que vous avez sur la diapo, c'est vrai qu'il y a un décalage entre l'image de droite, qui est peut-être l'image purement hydraulique de cours d'eau, réceptacle des pollutions et évacuaire des crues, et l'image du cours d'eau, alors à gauche, en haut à gauche ou encore en bas à gauche, qui est l'image du cours d'eau tel qu'il devrait être en termes d'état au sens de la directive sur l'eau. Et effectivement, pour beaucoup, les rivières du bassin Artois-Picardie, c'est plutôt cette image-là, c'est-à-dire que nos rivières, c'était des lits naturels à l'origine, mais qui, pour beaucoup, ont été modifiés par l'homme pour ses usages. L'un des usages, c'est la navigation. Cet usage-là, entre guillemets, ça va encore par rapport à la navigation. Si je prends la métropole européenne de Lille, on a beaucoup de cours d'eau qui n'existent plus parce que pour des raisons d'hygiénisme à l'époque, on a fait le choix plutôt de les buser. Et bon, pour ceux qui connaissent le projet de la remise en eau de l'avenue du peuple belge, voilà, c'est l'exemple d'aménagement de cours d'eau qu'on a eu dans notre bassin pour cette gestion plutôt hydraulique ou hygiéniste de la nature. Alors, on a des dénominations de cours d'eau que vous allez retrouver, des fossés, des wateringues. La logique, en fait, indépendamment de la classification technique ou juridique, on a des problèmes d'eau à gérer en termes d'hydraulique. L'image du cours d'eau telle qu'elle devrait être dans notre bassin, rivière alimentée par la nappe à 90%, voilà le cours d'eau tel qu'il est ou tel qu'il devrait être en termes de bon état. Voilà, pour juste vous illustrer ce qu'est une rivière par rapport à l'approche et l'image qu'on peut en avoir dans le bassin. Et donc, du coup, en termes d'état, effectivement, on a différentes manières d'évaluer l'état, mais globalement, un cours d'eau qui divague, un cours d'eau qui méandre, c'est quelque chose qui est naturel dans notre bassin. C'est-à-dire que l'image que vous avez ici, c'est ça qui n'est pas naturel, entre guillemets, en termes d'aménagement. Donc, du coup, en termes de cours d'eau, je vous ai dit, il y a des débordements latéraux, il y a aussi du transport. Un cours d'eau, ça transporte de la matière en suspension, ça transporte des cailloux. Normalement, tout ça s'équilibre, détermine ce qu'on va appeler des habitats. Et moi, en termes d'expertise de la qualité d'un cours d'eau, cette relation débit liquide, débit solide et habitat définit les éléments d'appréciation du bon état d'une masse d'eau. C'est comme chez le médecin, en fait. Quand vous allez chez le médecin, moi, quand je vais au bord d'un cours d'eau, mon objectif, c'est de dire est-ce que le cours d'eau, il assure son débit liquide, il assure son débit solide, est-ce qu'il présente des habitats, est-ce que sa morphologie est de qualité. Malheureusement, en termes de diagnostic médical, bon, voilà, on est plutôt pas trop en bon état et pas trop en bonne santé. On a plus de 90% de notre masse d'eau, justement, sur ces aspects d'habitat qui sont plutôt fortement altérés, moyennement fortement altérés. On a un petit cours d'eau sur le territoire de ma voisine de gauche qui s'appelle l'AM, qui aujourd'hui est en bon état morphologique, grâce aux travaux notamment qui ont été réalisés, j'y reviendrai. Et puis on a deux petits cours d'eau dans la Vénois aussi qui sont toujours en bon état et qui résistent aux aménagements. Donc voilà, en termes de stratégie, mon objectif c'est ça pour présenter les enjeux inondations. Je vous ai posé un peu les éléments de contexte sur les différents types d'habitats et je vais vous présenter maintenant, dire voilà, au-delà du constat de la dégradation, comment on peut atteindre finalement ces objectifs de bon état et se prémunir du risque inondation.
voilà, la première des actions à réaliser, c'est tenir compte du fonctionnement des cours d'eau, je vous l'ai expliqué. Et puis voilà, simplement par ce type de travaux, préserver le lit mineur du cours d'eau et préserver le lit majeur, son espace de débordement, déjà en soi, techniquement, c'est une solution qui permet de se prémunir du risque inondation. Et la logique, cette petite illustration vous permet de dire voilà ce qu'on souhaite mettre en œuvre à l'échelle du bassin et maintenant quels sont les moyens que les collectivités se donnent justement pour atteindre ces objectifs. Donc on a construit avec l'ensemble des maîtrises d'ouvrage, dont celles qui sont à ma gauche globalement, des stratégies de programmation pluriannuelle dans ce qu'on va appeler des plans de gestion. On fait ce diagnostic médical d'identification des pressions. Et à l'issue de ce diagnostic médical, on définit l'ordonnance, la posologie des travaux à réaliser pour essayer d'atteindre ces objectifs par rapport au fonctionnement donc écologique, hydraulique ou paysager du cours d'eau, et ça définit des programmes de travaux. Et puis, quand on le peut, on essaie d'évaluer à la fin si cette politique elle a été efficace en termes hydrauliques et écologiques. Donc je vous donnerai des petits exemples justement d'évaluation d'action pour montrer qu'on peut atteindre de manière croisée ces objectifs entre écologique et hydraulique. Alors qui le fait, qui fait ces diagnostics de plan de gestion, qui porte ce type de travaux? Depuis 2014, en fait, on a une nouvelle compétence qui a été introduite dans la loi, qui est la compétence gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, qui sont une compétence obligatoire des collectivités. Ça ne me remet pas en cause, en théorie, les obligations des riverains, dont les associations syndicales autorisées. Ça ne remet pas en cause les financements. Mais voilà, aujourd'hui, quand il y a une problématique liée à un cours d'eau, l'interlocuteur, c'est bien la collectivité. Donc, je pense que Valérie en reparlera. Et on a à l'échelle du bassin, en fait, la chance d'avoir pu conserver un certain nombre d'institutions ou de syndicats mixtes qui ont pu se préserver au cours du temps. Parce qu'au-delà de la compétence administrative, une crue, elle ne s'arrête pas aux frontières d'une commune. Au-delà de ces compétences administratives, il y a bien cette logique de structure de bassin versant et de structures qui sont adaptées pour gérer l'eau à cette échelle. Aujourd'hui, voilà l'organisation du territoire. Ce qui est en gris, c'est les collectivités qui exercent directement en propre les compétences GEMAPI, et en vert et en couleur, c'est plutôt les structures, les syndicats mixtes qui exercent cette compétence à l'échelle du bassin versant, dont l'institution intercommunale des Watringues, et pour la CAPSO, donc on a le SMAJA sur la A, le CIMVAM, le CIMSAGEL qui exercent cette compétence opérationnelle en délégation de la collectivité. Donc l'objectif, je vous l'ai expliqué, c'est de définir les actions à réaliser dans le cadre d'une programmation et ensuite de décliner en programme de travaux. On a la chance aujourd'hui dans le bassin d'avoir une complétude totale en termes de plan de gestion. Et donc du coup, on sait les programmes de travaux qui sont réalisés. Donc si je vous montre la carte, c'est simplement pour dire que par exemple pour les travaux d'entretien courant, de gestion courante, je n'ai aucun territoire aujourd'hui dans le bassin qui ne fait pas l'objet d'une convention d'entretien avec une aide de l'agence de l'eau pour cette gestion courante. Donc du coup, voilà l'exemple d'un plan de gestion, l'un des premiers sur la par rapport au territoire de la CAPSO, par exemple. Et puis derrière, une fois qu'on a défini ce diagnostic, on engage les travaux, que ce soit des travaux d'entretien pérenne, ce que je vous montre sur les photos, essentiellement la gestion des embâcles, des macrodéchets, et puis justement la prévention de cet aléa débordement de cours d'eau localisé par cette technique d'entretien pérenne. Du coup, sur le lien avec les inondations, en fait, notre réflexion, c'est de dire on va essayer de jouer sur les deux aspects. C'est-à-dire qu'on va essayer de jouer sur une amélioration de la qualité des habitats, sur le fonctionnement naturel des cours d'eau. Et par ce fait, on rendra de manière technique donc, les cours d'eau moins sensibles à l'aléa de débordement de cours d'eau par cette gestion. C'est valable pour les travaux d'entretien. C'est aussi valable pour les travaux de restauration écologique qu'on peut engager. Donc en termes de travaux, quelques exemples d'aménagement. Par exemple, là, je vous ai mis en photo des exemples de champs d'inondation contrôlés qu'on peut avoir sur le territoire de la CAPSO et du SMAJA, par exemple. Mais aussi, donc en bas de la photo, des travaux de restauration écologique de cours d'eau, de reméandrage, sur lequel je vais revenir ensuite. Tout ça s'inscrit dans le terme à la mode, c'est un peu la tarte à la crème ou le marronnier des solutions fondées sur la nature, mais globalement, simplement pour dire que voilà, c'est quelque chose qui n'est pas spécifique à notre pays, à notre région, mais on a toute une boîte à outils techniques d'aménagement qui permettent d'atteindre ces objectifs à l'échelle du bassin versant et à l'échelle de son lit majeur. Donc en fin de présentation, on vous présentera un petit film par rapport justement à le lien entre l'aménagement du territoire et cette prévention des débordements de cours d'eau, mais juste vous montrer quelques exemples d'aménagement intégré, y compris en secteur urbain.
Ici, c'est la Tarsia-Leval, donc un petit cours d'eau de la Vénois où on concilie à la fois le débordement de cours d'eau en traversée urbaine et la restauration écologique. Et en bas à droite, ici, c'est la prévention du débordement de cours d'eau sur une voirie départementale avec des travaux de reméandrage pour éviter ce débordement de cours d'eau et les dommages créés à la voirie par rapport à un volet emprise foncière en rive droite du cours d'eau. Donc voilà quelques exemples d'aménagement intégré qui montrent qu'on peut concilier à la fois la restauration écologique du cours d'eau et son fonctionnement. Et un dernier projet sur lequel que je voudrais évoquer en termes de travaux, voilà, quand on a la place, quand on a le foncier, on a la possibilité de transformer donc un lit qui était rectiligne et uniforme et qui au moindre crue débordait en un cours d'eau qui est plus méandriforme. Donc l'ancien lit est à gauche de la photo, le long des arbres, le nouveau lit est à droite et méandriforme. Et donc du coup, pendant les événements de novembre, sur un secteur qui était régulièrement inondé, le nouveau lit a absorbé en fait sans aucun problème la crue qui s'est produite en novembre de cette année. Et enfin, le dernier volet, c'est dire voilà, quel est le feedback, quels sont les résultats qu'on atteint quand on fait ces travaux. Je vais parler d'un petit exemple aussi de travaux qui a été fait sur la M. En fait, il y a eu des travaux de restauration écologique qui ont été faits sur l'ensemble de la vallée de la M. Avec un petit exemple, un des travaux qu'on a fait nous, c'est un petit cas particulier en maîtrise d'ouvrage direct de l'agence, donc avec un cours d'eau qui était cloisonné avec 2 seuils qui ont été effacés. La rivière a été reméandrée. On voit tout de suite les gains hydrauliques et paysagers entre avant travaux en 2017 et après travaux en 2023. Juste dire qu'en termes écologiques, les petits points verts que vous voyez sur la photo à droite, c'est des plantes, c'est des espèces protégées, aujourd'hui suivies par le conservatoire de Bailleul. Donc on voit l'intérêt aussi, la plus-value écologique. Et globalement, tous les critères de diagnostic médicaux qu'on peut conduire pour évaluer l'efficacité des travaux montre une amélioration très significative entre avant-travaux et après-travaux, que ce soit sur la faune et la flore. L'intérêt aussi, si je présente cet exemple, c'est qu'on a la chance d'avoir 2 stations de jaugeage en amont et en aval des travaux. Et donc du coup, on a été regarder comment le cours d'eau a réagi pendant les crues de novembre et de février. Avant travaux, janvier 2015, voilà une crue vicénale, donc une chance sur 20 de se produire dans l'année. Sur la M, en orange, donc c'est la station qui est à l'amont. En bleu, c'est la station qui est à l'aval. Pas de surprise, normalement, le débit à l'aval devrait être plus élevé qu'à l'amont. Là, on avait un cours d'eau qui était très rectiligne. On a un débit qui est quasiment identique entre l'amont et l'aval au moment de ce pic de crue de janvier 2015. Après travaux, donc voilà, novembre 2023, février 2024, on a eu des crues vicénales en novembre, cinquantennales en février. Et globalement, ce qu'on constate, c'est que le débit à l'aval du cours d'eau, aujourd'hui, par rapport à tous ces travaux de restauration de la rivière et de reméandrage du cours d'eau, est systématiquement plus faible à l'aval. C'est-à-dire qu'on a un effet tamponnement lié aux travaux de reméandrage qui permet de diminuer l'intensité du pic de crue et qui permet aussi de clipper, enfin écréter ce pic de crue, c'est-à-dire que du coup la crue, mais elle se décale dans l'année. On le voit aussi sur les crues d'occurrence cinquantennale, bien entendu l'intensité du pic est beaucoup moins écrétée par rapport à un événement plus fréquent, mais globalement on voit qu'à l'aval il n'y a pas cet effet de pic, c'est-à-dire qu'on voit bien que les gens ont plus le temps de se préparer à la crue. Et dès les travaux, dès la fin des travaux qu'on avait organisés en 2017, les premiers témoignages des élus à l'aval, c'est de dire normalement pour ce type de crue, on a été inondé et on ne l'a pas été. Donc on voit bien l'intérêt que cette typologie de travaux contribue aussi à réduire finalement l'aléa de débordement de cours d'eau et la préservation des enjeux. Voilà, tout ça s'inscrit dans des politiques globales d'aménagement. On consacre à peu près une vingtaine de millions d'euros par an à la restauration des cours d'eau, près de 15 millions d'euros par an à la prévention des inondations au bénéfice des collectivités. Ça s'inscrit dans des programmes d'action de prévention des inondations, mais globalement, on est bien sur ces approches intégrées de gestion de l'aléa et de restauration des cours d'eau au sens des 2 directives, inondation et directive 4 sur l'eau. Tous les travaux qu'on finance dans le bassin sont engagés par des collectivités. Vous pouvez le retrouver en temps réel sur le site de l'Agence de l'eau, sur la cartothèque. Et juste insister sur ces mesures d'adaptation ou d'atténuation au changement climatique, c'est que, je vous l'ai dit dès l'introduction, ça reste un enjeu. On aura aussi dans le bassin des événements de plus en plus extrêmes, que ce soit en termes d'inondation, en termes de sécheresse. Et donc, plus nos milieux sont résilients, plus ils sont en bon état, plus ils sont fonctionnels, plus on aura de chances finalement à s'adapter à ces enjeux et à ces phénomènes.
Voilà, donc je vous ai mis quelques liens, quelques diaporamas. Ce que je propose, c'est qu'on termine la présentation par le petit film de l'OFB sur les idées reçues sur les inondations. Je vous ai mis aussi quelques liens directs vers les plaquettes que vous retrouverez sur le stand de l'agence. Et voilà, je voudrais simplement conclure en disant que voilà, sur ces solutions fondées sur la nature, on a un appel à manifestation d'intérêt à destination des collectivités, justement pour porter cette typologie de projet et pour vous accompagner en fait pour déployer ces programmes d'aménagement. Voilà. J'allais vous demander comment concrètement vous le traduisez sur le terrain. Est-ce que les collectivités vous sollicitent ou c'est vous qui identifiez des lieux prioritaires et vous allez les voir et les accompagner? Voilà des solutions possibles. Comment ça fonctionne le partenariat? Pour l'AMI particulier, c'est un acte de candidature, c'est une démarche volontaire. Par contre, pour tout ce que j'ai présenté avant, on est sur une logique d'accompagnement au quotidien des agents de l'Agence de l'eau pour accompagner tous les projets des territoires. Donc, et vous faites des préconisations liées à chaque territoire, on imagine. Alors, ce qui serait bien, c'est effectivement que dans quelques jours, sur la page YouTube de Cyclo, on retrouve ces liens-là. Je pense qu'on doit pouvoir les mettre dans la légende, donc on prend note. Et puis, on va passer ce petit film dont vous nous parlez, si la régie est prête. On va regarder ça ensemble. L'eau, c'est la vie. Mais pas toujours. Avec le dérèglement climatique, certaines pluies sont plus intenses et ces phénomènes extrêmes sont plus fréquents. Nos façons de construire, d'aménager nos villes, de tout imperméabiliser, jouent également un rôle dans la multiplication des inondations, dans l'aggravation de leurs conséquences. Nous avons par exemple construit dans des zones inondables, là où depuis toujours, les rivières débordaient de façon naturelle. Face aux pluies intenses, une question se pose. Faut-il chercher à évacuer l'eau plus rapidement dans la pente pour éviter qu'elle inonde les environs? Faut-il au contraire la freiner pour protéger les habitations qui sont plus bas? Ce n'est pas une question facile. Pour mieux comprendre, rapprochons-nous de cette goutte d'eau tombée du ciel. Entraînée par son poids, elle glisse vers l'aval, le long des pentes de ce qu'on appelle un bassin versant. Quand il pleut beaucoup, les rivières qui traversent des prairies, des forêts, peuvent déborder. C'est un phénomène naturel et fréquent. Ces zones inondées, comme toute zone humide, favorisent l'infiltration de l'eau dans les sols. Elles se comportent comme des éponges. L'eau est ralentie en traversant ces zones grâce aux végétaux qui la couvrent. Regardez la même eau tombant en même quantité sur des cultures intensives ou sur des surfaces rendues imperméables par des routes, des zones commerciales, des villes qui ont rogné les espaces naturels. L'eau ne peut plus pénétrer dans les sols. Elle glisse, se concentre, prend de la vitesse et elle provoque cette fois des catastrophes toujours plus impressionnantes. La force de ces écoulements ne cesse de nous surprendre. Pourtant, en construisant toujours plus, nous avons rendu beaucoup de sols imperméables. Sur les pentes, en montagne, cette accélération de l'eau, beaucoup plus marquée, provoque de véritables désastres. Nous avons réduit les possibilités pour l'eau de s'infiltrer. Nous avons changé le tracé de nombreux cours d'eau, supprimé leurs méandres et leurs zones de débordement, supprimé des forêts, supprimé des haies, détruit des zones humides. Quant à cette question, faut-il chercher à évacuer l'eau le plus vite possible vers le bas pour éviter d'être soi-même inondé? La réponse est non, dans la majorité des cas. Si nous accélérons l'eau, nous condamnons le voisin situé plus bas. Il existe d'autres solutions pour mieux nous protéger. Avoir déjà une vision d'ensemble de tout le bassin versant. Mieux prendre en compte les crues et les inondations qui font partie du fonctionnement naturel des cours d'eau. Éviter les constructions dans les zones de débordement des rivières. Et puis, pour freiner l'eau et l'infiltrer, il y a tout un éventail de possibilités. Espaces verts, tranchées, parkings filtrants. On peut planter des haies, restaurer les méandres, planter sur les berges, sur les versants. Redonner de la place aux rivières en leur permettant de déborder dans des espaces naturels, loin des habitations. Ces solutions peuvent aussi encourager la biodiversité et limiter les effets du changement climatique. Si on veut réduire demain l'intensité et l'impact des inondations, c'est aujourd'hui que ça se prépare. Merci de nous avoir
partager cette vidéo. Il y en aura d'autres donc à voir avec plein d'explications comme ça, très pédagogiques. Merci pour ce panorama complet. N'hésitez pas tout à l'heure à intervenir également après vos camarades. On va passer du côté de l'institution intercommunale des Ouatteringues. Vous avez aussi des retours d'expérience très concrets. D'autant plus, on le sait évidemment que votre territoire a des spécificités et connaît tout particulièrement l'élément eau, mais vous allez nous expliquer ça mieux que moi. Et des vulnérabilités aussi. Allez-y, ça marche tout seul. C'est magique. Bonjour à tous. Donc, je vais me présenter. Donc, Philippe Parent, je suis le directeur de l'institution intercommunale des Ouatteringues. Alors, comme l'a dit tout à l'heure Stéphane, ça fait partie, c'est un des syndicats créés sur le territoire, un syndicat qui est composé de PCI, donc 6 EPCI pour ce qui nous concerne, donc sur la zone littorale, dont la CAPSO, ma voisine, la communauté urbaine de Dunkerque, Grand Calais, Terre et Mer, la CCHF, CCRA et CCPO. Donc, ces collectivités se sont réunies parce que c'est elles qui, à la base, ont en charge ces questions de protection contre l'inondation. Elles se sont réunies parce que le syndicat permet de traiter les problèmes à l'échelle d'un bassin versant, comme ça vient d'être rappelé. Voilà, donc... Alors, avant de vous présenter à proprement parler la situation de cet hiver, qui a été quand même exceptionnelle, et vraiment inédite dans sa durée, dans son intensité, effectivement, je vais peut-être commencer par vous présenter un petit peu le territoire. Je pense que c'est important, parce que bon, vous savez que effectivement, le territoire le département du Pas-de-Calais a été très fortement touché. Bon, le Nord a eu également quelques difficultés d'inondation, mais sur ce territoire, il y a des situations quand même assez différentes. On a donc des cours d'eau assez classiques, alors, je veux dire, tout à l'heure on l'évoquait, qui coulent de l'amont vers l'aval. Et puis il y a un territoire un petit peu particulier qui est le polder du delta de l'Aa. On est plutôt là dans une logique de ce qu'on trouve aux Pays-Bas ou en Flandre. C'est-à-dire que c'est un territoire dont les terres sont inférieures au niveau de la mer. Et là, bon, les cartes que vous voyez là sont des cartes qui montrent l'état du territoire en l'an 0, l'an 1000. Donc à l'époque, effectivement, la mer rentrait très très largement dans les terres. Et ce n'est que progressivement que les hommes ont pu y habiter. Bon, jusqu'à l'an 1000, on va dire que c'était relativement compliqué d'y vivre. Tout ce qu'on pouvait faire était mis à mal assez rapidement, alors que ce soit par la nature ou par les guerres. Bon, et l'organisation, à proprement parler, sur le territoire, l'aménagement de ce territoire pour y vivre, a commencé plutôt au XIe siècle. Avec, à l'époque, on était espagnol, et donc c'est notamment le roi d'Espagne qui a dit il faut qu'on organise un petit peu toute cette gestion hydraulique pour qu'on puisse y développer des activités. Alors, je ne vous refais pas toute l'histoire, on a un site internet si ça vous intéresse, mais tout ça pour dire que les dernières, donc des aménagements qui datent un millénaire d'aménagement, bon, tout ça à l'époque mis à mal parfois par les guerres et les événements naturels. Et les dernières très grandes inondations, il faut savoir, elles étaient militaires. C'est notamment à l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale où les Allemands avaient inondé très massivement autour de Dunkerque. Ils avaient compris comment ça fonctionnait. Bon, ils retardaient l'avancée des Alliés. Je passe à la période moderne pour situer l'institution. Et donc, post-Deuxième Guerre mondiale, il a donc été décidé sur ce territoire qui a de potentiels forts, que ce soit sur le plan agricole ou sur le plan industriel avec sa façade littorale et ses grands ports. Il a été décidé donc par l'État, les collectivités, d'aménager, de gérer l'hydraulique. Bon, il y avait de la gestion hydraulique, il y a ce qu'on appelle des sections de Ouatteringues qui travaillaient depuis 1000 ans. Mais donc on a développé l'agriculture, donc à l'époque, dans les années 70, avec le drainage agricole, on est venu mettre des stations de relevage, donc il s'agissait d'accélérer l'eau qui était dans ces casiers pour qu'elle aille plus vite vers la mer. Et puis donc, à force d'accélérer l'eau, l'envoyer à la mer, il fallait aussi avoir au bout, donc aux extrémités, aux exutoires, des grands ouvrages pour évacuer ces eaux à la mer. Donc ça, c'est un petit panorama historique pour rappeler quand même de où on vient. Y compris de temps en temps quand on fait ce type de conférence sur le changement climatique, on rappelle aussi que voilà, le territoire, il a longtemps été inondé, et puis les hommes, depuis des millénaires, essayent d'y vivre et d'y développer des activités. Rapidement aussi, donc, la présentation de ce territoire. Donc, le petit graphique du bas montre bien qu'on est, nous, dans la continuité de ce qui se passe en Belgique ou aux Pays-Bas. C'est un polder. Qui dit polder dit qu'effectivement, donc, ce sont des terres basses, situées en fait sous le niveau des hautes mers.
Et en fait, on est hors d'eau uniquement, c'est un petit peu la coupe que vous voyez en haut à gauche, hein, parce que progressivement se sont formés des cordons dunaires, des digues ont été construites dans les zones portuaires pour empêcher les invasions marines, et puis il y a des portes qu'on ouvre et qu'on ferme en fonction de la marée. Quand la marée est haute, il faut empêcher la mer d'entrer sur le territoire, et donc on ferme ces portes, à marée basse, on vide. Donc voilà, c'est un petit peu le schéma sur ce polder et qu'il ne faut jamais oublier. Ce qui fait que ce que moi je vais vous expliquer, hein, voilà, je ne vais pas pouvoir vous parler de tout ce qui s'est passé dans le Pas-de-Calais, mais c'est vrai que la particularité de ce territoire de polder, c'est que effectivement, il y a les crues, bien évidemment, il y a la question de la pluviométrie qui va être fondamentale. Hein, c'est dans ces situations-là qu'on se retrouve en difficulté. Mais nous, on a un paramètre également qui est fondamental, c'est le niveau de la mer, lequel n'est pas toujours le même, il est parfois plus favorable ou moins favorable, mais c'est un paramètre, voilà. Et l'autre particularité de ce territoire aussi, c'est que, tout à l'heure on évoquait un petit peu en plaisantant, mais effectivement, quand on est sur un cours d'eau, il y a beaucoup d'eau, ça déborde, voilà. La maîtrise, elle est relativement limitée, effectivement, on peut endiguer, on peut, voilà. Dans le polder, on peut effectivement avoir une action un petit peu plus active, dynamique, hein, au travers des ouvrages qui existent et qui permettent de gérer les eaux. Voilà aujourd'hui un petit peu, et encore ça c'est un schéma simplifié, un petit peu l'état du réseau hydraulique, des ouvrages sur ce territoire. L'objectif c'est de vous montrer, voilà, c'est qu'il y a il y a un réseau, un chevelu extrêmement dense. Hein. Tout à l'heure on a parlé le terme de Watergan, effectivement, est spécifique au territoire. Alors pourquoi Watergan? C'est parce qu'on fait partie des entités flamandes, hein, on va dire ça comme ça. C'est l'histoire. Donc vous voyez ce chevelu extrêmement dense. Vous voyez tous ces points, ces petits points dans le territoire. Hein, donc ça, ce sont des stations de relevage. Ça veut dire que le territoire, en fait, il est quadrillé par des espèces de petites diguettes qui déterminent des petits casiers. Et puis dans ces petits casiers, il y a tout un réseau dense pour stocker l'eau et pour acheminer l'eau sur les tout petits points. Les petits points étant des stations de relevage, on est dans des points bas, donc on relève l'eau des points bas, et l'eau de ces points bas, on l'envoie dans les artères principales qui souvent ont été transformées, sont navigables désormais, donc elles sont un peu perchées. Donc on prend l'eau des points bas, on envoie ça dans les canaux, et puis ces canaux, ils aboutissent à la mer, et à la mer, donc vous voyez des petits points rouges à Calais, Gravelines et Dunkerque, et Mardic quand même, où là, effectivement, on a les grands ouvrages d'évacuation à la mer. Donc, grands ouvrages, à l'origine, c'était essentiellement des ports, des vannes, hein, qui permettaient, avec l'alternance de la marée, d'évacuer ces eaux. Voilà. Donc, ça veut dire que quand on est à marée haute, a priori, on ne sait pas évacuer l'eau. Donc, ça veut dire que l'eau qui arrive, qui continue à arriver, il faut la stocker. Donc là, il y a un phénomène de stockage. Et puis, dès que la marée redescend, on vide. Mais lorsqu'on est dans une situation de crise comme celle qu'on a connue, bien évidemment, ou même quasiment tous les ans, on a le recours également pendant les phases de marée haute aux stations de pompage. Donc le pompage existe, il n'est pas permanent. Aujourd'hui, à l'échelle d'une année, on pompe à peu près une quinzaine de % des quantités d'eau est pompée sur une année. Mais par contre, en période de crue, c'est plutôt 50% de l'eau qui doit être pompée. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit peu le fonctionnement du système. Alors ce système, je le disais tout à l'heure, hein, l'histoire, c'est dans les années 70-80, drainage, station de relevage. Et puis dans les années 80, donc nécessité de mettre en place à l'extrémité des ouvrages pour prendre en charge ces eaux supplémentaires. Voilà. Pour l'époque, pour la conception de ce système, c'était un pas de géant. Puisque, comme je viens de vous le dire, aujourd'hui, le constat, on l'a encore fait cet hiver, il y a 50% de l'eau qui s'évacue par pompage. Ça veut dire que dans les années 80, bien évidemment, on a changé totalement les choses, du jour au lendemain, on a doublé la capacité d'évacuation. Ce qui a peut-être pour effet pervers, par contre, qu'on a un petit peu oublié qu'on pouvait être menacé par ce type de phénomène. Bon, voilà. Et donc là, effectivement, on le verra tout à l'heure, l'épisode qu'on a vécu, il sort totalement des cadres. Bon, moi, je suis là depuis un certain temps, pour ceux qui me connaissent. Je suis depuis 25 ans, 30 ans presque maintenant. On n'avait jamais connu ça, et je pense que même dans l'historique de la structure, ça n'a jamais été connu. Là, effectivement, le système, jusqu'à présent, avait globalement permis de faire face aux situations rencontrées.
Là, effectivement, on a touché les limites un petit peu du système. Pour vous expliquer aussi comment ça marche, donc je vous l'ai dit, effectivement, tout est artificialisé. Ce qui veut dire qu'on a toute une série d'ouvrages qui existent sur le territoire, donc en bord de mer. Il y a également sur les canaux des écluses. Et voilà, quelques photos. Bon, la station de pompage de Mardic, c'est quand même une station conséquente, 25 mètres cubes seconde. Alors, vous êtes tous dans le domaine de l'eau. Vous savez ce que c'est que des mètres cubes seconde. 25 mètres cubes seconde, vous vous rendez compte, c'est quand même un débit très très conséquent. C'est des pompes qu'on n'a pas partout, bien évidemment. Donc sur les 100 mètres cubes seconde, des écluses. Et puis donc le petit schéma que vous voyez, c'est parce que comment on gère tout ça ? Effectivement, en permanence, 24 heures sur 24, il y a donc une gestion des niveaux. Donc ça veut dire que à la base, c'est toujours la mer qui donne le tempo. La mer, elle monte et elle descend. Et notre rôle à nous, institutions, et aux autres acteurs, VNF et les sections de Watringue, c'est en permanence de procéder à des réglages sur les pompages. Bon, en général, quand ils sont nécessaires, voilà, est-ce qu'on enclenche 2, 3, 4, 5, 6 pompes ? Des réglages sur les ouvertures à la mer. Et puis, voilà, l'objectif étant, alors par rapport aux inondations, bien évidemment, de ne pas être inondé, mais d'une manière générale, de respecter les usages. Et j'oublie pas d'ailleurs la période estivale, c'est-à-dire que notre rôle, c'est pas d'évacuer à tout va et d'assécher le territoire. Voilà, c'est au contraire de faire en sorte de respecter tous les usages et les milieux naturels. C'est-à-dire que globalement, on a deux modes de gestion. Un mode de gestion hivernal, on aura plutôt tendance à avoir des niveaux relativement bas pour encaisser les coups d'eau et des niveaux plus élevés en été, à l'inverse, comme l'a dit Stéphane, pour gérer la pénurie d'eau. Il s'agit de ne pas gaspiller l'eau douce. Donc vous voyez quelques équipements. Donc 24-24, on a des opérateurs dans les ports chez nous qui suivent la situation en période de crue. Donc ça nous a été très utile. Après vous avez refait cette présentation générale du territoire pour vous dire qu'il y a cette spécificité, c'est qu'effectivement par rapport à d'autres territoires, la Canche, la Liane, etc., où on n'a quasiment pas de marge de manœuvre, on subit pour l'essentiel, soit il y a des équipements qui protègent des digues, mais voilà, et pour le reste on n'est pas très actif, on est obligé de subir. Bon, nous on a cette possibilité d'agir, mais à l'échelle du territoire, ce petit schéma est juste pour dire qu'il y a beaucoup de paramètres qui influent la situation pendant ces crues. Bon, la pluviométrie, bien évidemment, elle est très importante. Et là, on le verra juste après, on a eu des cumuls qu'on n'avait jamais vus, sans doute, depuis très très longtemps. Les statisticiens de Météo France ont donné les périodes de retour qui étaient exceptionnelles. La question de la saturation des sols est très importante aussi, puisque là, tout à l'heure, il y a une slide qui montrait ça. Effectivement, dans un premier temps, en général, au sortir de l'été, les sols sont secs, et donc on a une petite période tampon. Donc le premier coup d'eau, en général, on peut l'encaisser assez facilement. Cette fois-ci, par contre, dès le mois d'octobre, on verra tout à l'heure, il y a eu une pluviométrie telle que fin octobre, tout était complètement saturé. Donc à partir de là, effectivement, on ne stocke plus dans le sol et donc toute l'eau qui tombe, effectivement, on la retrouve. Les questions de ruissellement. Et là, c'est là qu'il y a des différenciations sur le territoire. On a pu voir que parfois, pendant la crise, beaucoup de gens ont commenté la crise. La situation n'est pas la même. Si on est dans l'Ouest Calaisie, dans le Marais Audomarois ou plutôt dans le Dunkerquois. Parce que dans certains secteurs, il y a ce polder, il reçoit plus ou moins d'eau des bassins versants. Dans les collines du Calaisie, on a quand même des collines qui, par ruissellement, amènent beaucoup d'eau et qui provoquent des inondations, on l'a dit. Donc, voilà. Le Marais Audomarois, lui, reçoit l'A et la M. Et là, on verra tout à l'heure des quantités d'eau jamais vues, de toute façon. À l'inverse, dans le secteur dunkerquois, les gens... En matière d'eau, les casiers ne reçoivent que l'eau qui leur tombe dessus. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'eau. Et puis, bien évidemment, tout est plat, il n'y a pas de pente, donc tout ça est plutôt lent, il y a une certaine inertie, etc. Donc voilà, donc tout ça, c'est des paramètres importants. Paramètres importants, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les conditions de mer également. Vous savez qu'il y a des mortes eaux et des vives eaux. Alors chez nous, donc, une marée défavorable, c'est une marée de mortes eaux. Souvent, nationalement, il y a des alertes submersion parce qu'il y a des marées mortes de vives eaux. Vives eaux, ça veut dire que la mer monte très haut et qu'elle rentre dans les terres. Nous, quand la mer monte très haut, c'est pas très grave, la porte est fermée. Donc l'eau va pas très loin. À l'inverse, quand on est en vives eaux, l'eau monte très haut, mais elle descend très bas. Ça veut dire que quand on ouvre les portes, on vide très bien l'eau et notamment, on reconstitue la capacité de stockage dans les canaux.
Donc ça, c'est un paramètre qui est également extrêmement important. Autre paramètre qui joue, c'est les capacités de stockage. Il y a des endroits où on peut stocker un peu d'eau, il y a d'autres moins. Alors bon, je ne vais pas... Sur la question du Mare de Marois, alors qui n'est pas réservoir de stockage, hein, mais disons que c'est sûr qu'il y a des grandes quantités d'eau qui peuvent, en tout cas, une partie de l'eau peut se stocker. Et puis, bon, jamais oublier que par rapport à tout ce système, on est aussi très très dépendant des technologies, parce que je vous l'ai dit, 50% de l'eau est évacuée par pompage. Alors, sur les ouvrages gravitaires, souvent, le risque technologique, c'est effectivement une panne, etc., ou un problème d'énergie. Bon, ça, on sait faire. On sait compenser, en général, sur un ouvrage. Enfin, on peut avoir des incidents, mais on sait le compenser. Par contre, effectivement, une panne électrique, ça serait sur les ouvrages de pompage, ça deviendrait un vrai sujet. Donc, et aujourd'hui, on n'a pas des capacités. Après, sur les ouvrages, on a eu aussi quelques incidents, mais on a su les résoudre assez rapidement. Je voyais d'ailleurs un de nos fournisseurs habituels qui nous a beaucoup aidés dans cette période un peu difficile. Effectivement, donc on a pu quand même pomper avec quasiment 90-95% de nos capacités, et donc ça a été essentiel dans le système. Donc voilà, sur les paramètres qui influent sur la gestion de la crue. Maintenant, la crue par elle-même, là, le petit schéma qui montre un peu les quantités d'eau astronomiques, du jamais vu. Voilà, quand on est à des précipitations de plus de 300-400 mm sur un mois, voilà, c'est plus de 3-4 fois voilà. Et là, donc, on les a eus donc, dès le mois d'octobre, scénario quasiment le plus défavorable. Nos capacités tampons dans les sols terminées, plus de capacités tampons. Et puis là-dessus, donc novembre, voilà, donc là, c'est les pluviométries avec des intensités jamais vues. Une toute petite pause début décembre, et puis boum, rebelote, fin décembre, début janvier, de nouveau des quantités importantes qui nous tombent dessus, et même jusqu'en février. Donc vous voyez un petit peu les totaux. Bon, ce sont des valeurs jamais observées jusqu'à présent. Un petit graphique aussi qui vous montre ça fait partie d'un de nos outils, parce que, quand je vous disais tout à l'heure, on a donc des outils pour gérer tout ça, pour prendre des décisions. Alors, donc, nous, institutions, avec nos partenaires État, en liaison avec les services de l'État. Donc, ça, c'est des outils qui, en temps réel, nous donnent des infos. Sur le haut du graphique, c'était juste pour vous montrer, voilà, ça, c'était les 31 derniers jours, là, je ne sais plus, c'était mi-novembre, le 15-11. Donc on voit, on a déjà, nous, tout de suite, quand on voit ce type de graphique où on se dit, oh là, on est à 300 mm les 30 derniers jours, on a de quoi être très inquiet, très très inquiet. Ensuite, en bas à gauche, c'est ce qui s'est passé dans les derniers jours. Donc on voit qu'on avait déjà eu un petit pic. Et puis, bon, au moment où on l'a regardé, on dit, oh là là, voilà ce qui nous arrive. Donc, juste pour vous montrer un petit peu quelques outils avec lesquels on est amené à travailler pour prendre des décisions. Autre élément essentiel, toutes ces pluies, elles ont généré aussi des apports énormes de la part des bassins versants qu'on appelle donc collinaires. Donc là, on parle de l'A et de la M, avec donc le système Vigicru qui est installé. Bon, le système Vigicru permet d'essayer de mettre en sécurité les biens qui se retrouvent sur la haute vallée de l'A et de la M. Alors, il faut savoir que nous, sur la haute vallée de la M, le système des Watringues n'a aucune influence. On commence à avoir de l'affluence à partir du Mare de Marois, à Arques un petit peu, mais encore on est un peu loin. Mais donc voilà. Mais tout ça pour montrer un peu que là aussi l'événement, on n'avait jamais vu autant de vigilance rouge sur le territoire. Alors la petite carte de droite, c'est les zones inondées, mais j'espère qu'on va avoir un meilleur. On doit avoir des choses un petit peu meilleures pour montrer que effectivement les secteurs très très touchés où il y a eu des dégâts considérables, mais ça je pense que Valérie en parlera. Toute la partie Mare de Marois principalement, et l'ouest Calaisie, les zones de Marais d'Ande, Marais de Guignes qui ont été extrêmement touchées avec des dégâts. Des petits graphiques pour montrer aussi un comparatif. Je vous parlais des sols tout à l'heure, de la saturation des sols, où là on voit que à peine fin octobre, on était saturé, quoi. Donc ça a été un facteur aggravant aussi énorme, donc comparatif. Donc effectivement, plus de capacité à stocker de l'eau. Donc c'est-à-dire que toute l'eau qui arrive, elle arrive sur les ouvrages. Ici, quelques graphiques, je ne sais pas si tu as prévu de les présenter aussi, mais pour montrer que sur les apports des cours d'eau, là, ou la M, on a explosé les records. On avait un record qui datait de 2002, malheureusement tristement célèbre, qui était à 60 mètres cubes seconde, et là, on a fait 2 fois 90 mètres cubes seconde. Donc, si vous prenez l'ampleur du phénomène pour bien le mesurer, donc avec un premier, l'effet novembre,
Et un deuxième effet qui a fait aussi très mal sur le territoire, parce que les gens se disaient, ça y est, bon, c'est arrivé une fois, on est tranquille. Et non, on n'est pas tranquille, malheureusement. Un deuxième effet. Ici, un petit graphique qui montre un peu ce qui s'est passé dans le marais Audomarois. Alors, le marais Audomarois, c'est... les marais, en général, c'est, comme l'indique leur nom, ce sont des zones où il y a beaucoup d'eau. Et la difficulté sur ces territoires-là, qui sont difficiles à protéger, pourquoi ? Souvent, ils sont donc en pied des collines. Donc, l'eau descend très, très vite. L'eau arrive très, très vite. Elle déferle. Et par contre, après, il y a 25 km ou 30 km pour aller jusqu'à la mer et sentir l'effet des ouvrages. Donc c'est ce qui explique que c'est les zones les plus difficiles à protéger. Marais Audomarois, colline du Calaisis. Bon, et là, vous voyez un petit peu ce qui s'est passé dans le marais. Alors, bon, vous voyez, en plus, les plages de marge de manœuvre sont faibles. La gestion du canal est à 2,25, 2,30 en période normale. Et jusqu'à présent... Voilà, depuis au moins 10, 15, 20 ans, on avait à peu près contrôlé jusqu'à 2,60, quoi. Donc on arrive à contrôler sur les 40 cm. Et là, on a explosé puisqu'on est monté à 3,20 m. Donc beaucoup de gens dans le marais. Forcément, on n'avait jamais vécu ça. Je pense qu'on était monté à 3 mètres. Donc là, on a touché énormément de population dans ce secteur. Ça, c'est un petit schéma qui vous montre nos marges de manœuvre dans la mesure du possible. C'est-à-dire que quand de l'eau arrive, alors déjà... ça montre un petit peu le schéma. Donc, pour dire aussi que ça représente le secteur de l'AA, mais que parfois il y a aussi de l'eau de la Lys qui arrive. Donc bon, le Capso est à cheval sur les deux, mais de temps en temps le secteur du delta de l'AA sert aussi d'exutoire des eaux de la Lys pour décharger la Lys. Là, c'est les arbitrages du préfet. Ensuite, les voies naturelles, c'est soit Gravelines, soit en période normale. Gravelines, ça suffit. On ouvre ou ferme les écluses. Quand ça va un petit peu plus mal, on doit envoyer de l'eau vers Mardic avec les pompes de l'institution. Et puis, au niveau de la station de Mardic, on a même parfois recours à des pompes d'écluses qui appartiennent au GPMD. Bon, l'institution les réquisitionne, en tout cas, elle finance leur... voilà, donc on complète tout ça. Et puis, on voit qu'il y a quelques petites branches. Alors, les petites branches sont mobilisées en tant que de besoin, en tant que possible, vers le Calaisis, mais si le Calaisis bien sûr est dans le rouge, on ne va pas remettre une louche, donc là, voilà, ou de l'Inquerquois de la même manière. Donc il y a toute une série d'ouvrages de régulation. Alors c'est pas l'institution seule qui gère ça, c'est l'institution, VNF, et tout ça bien sûr sous l'arbitrage du préfet, puisque à un moment donné, effectivement, quand on est en situation de crise, c'est des arbitrages, en disant, pour limiter les dégâts. Donc voilà, donneur d'ordre VNF, mais pendant toute la crise, moi j'ai participé à je ne sais combien de réunions de gestion de crise avec les services préfectoraux, pour voir un petit peu comment on pouvait améliorer les choses. Un petit mot pour dire que pendant cette crise, on a été, je l'ai dit tout à l'heure, un petit peu aux limites de dimensionnement du système tel qu'il a été conçu il y a une 40 à 50 ans. On a eu une panne sur une des pompes dites Bergeron qui appartient au GPMD. Bon, ce sont des pompes d'écluses qui étaient en réparation, mais pour des raisons, la technologie qu'on n'a pas réussi le GPMD n'a pas réussi à faire revenir la pompe rapidement. Ce sont des pompes Alstom. Ce sont des pompes souvent, que ce soit les nôtres ou celles du GPMD, ce sont des pompes qui ne se trouvent pas en stock sur une étagère. Et en général, ça nécessite des délais d'approvisionnement. Donc on essaye en tout cas de trouver quelques solutions, mais c'est un vrai sujet aussi, la sécurisation des installations. Et donc ça sera un sujet pour nous pour l'avenir. Donc cette carte-là, pour montrer un petit peu, vous avez dû en entendre parler, tous les moyens qui ont été mobilisés, que ce soit des moyens par les services de l'État, que ce soit des moyens nationaux ou des moyens européens avec des pompes de différents pays qui sont venus suppléer. Alors maintenant, tout à l'heure je vous parlais de mètres cubes secondes, et là on est plutôt en moyen mobile sur des mètres cubes heure. Alors ça a été utile pour, d'une part vis-à-vis de la population, je pense, et puis en appui, mais bien évidemment, c'est pas à la hauteur non plus des installations fixes. Je vais être un petit peu embêtante, mais est-ce qu'on peut... Non, mais peut-être après le constat, passer au retour d'expérience par rapport à tous ces événements que vous documentez. Quels ont été les enseignements que vous avez tirés depuis cet hiver ? Je vous montre plus ça. Frustrant. Alors je vais quand même dire, je vais quand même dire un petit mot quand même, au moins celui-là, c'est que on a quand même pompé 400 millions de mètres cubes. Sachant qu'une année normale c'est 100 millions de mètres cubes. Donc en 2-3 mois, 400 millions de mètres cubes. Voilà, ça c'est aussi, etc. Notre facture d'électricité a flambé.
Voilà. Donc les enseignements qu'on a tirés, nous, c'est qu'effectivement, on s'est rendu compte que on n'était pas très connus et que beaucoup de gens ne comprenaient pas qui faisait quoi, comment ça fonctionnait, et donc ça générait beaucoup de tensions et de crispations. Ça, c'est une leçon, mais je pense que les collectivités, d'une manière générale, l'État, donc on a eu ce constat, donc il va falloir qu'on travaille là-dessus, qu'il faudra aussi coordonner un peu mieux les interventions des uns et des autres. Pas dire que c'était pas, disons que pour l'instant tout est plutôt informel, et donc là il va falloir sans doute aller plus loin, avoir des plans de gestion de crise, parce que effectivement on a touché des limites, et donc il va falloir qu'on se pose la question de comment on peut trouver des solutions B ou à sécuriser, et puis des installations à sécuriser. Bon, là il y a une petite photo, il y a une de nos armoires électriques qui a grillé pendant l'épisode. Voilà, donc tout ça pour dire que bon, on a été sur le pont, mais effectivement, bien évidemment, quand on perd une pompe de 4 ou 5 mètres cubes seconde, ça se voit. Donc voilà un petit peu les enseignements. Sur le plan coordination, je me permets juste de dire que évidemment, on n'évoque pas le sujet aujourd'hui, notamment les annonces politiques qui ont été faites dernièrement, parce que vous le savez, on est en campagne électorale, donc en réserve, et on ne s'exprime pas sur ces points-là. On s'était entendu sur l'idée qu'on parlait de la technique. Je ne vous coupe pas plus, mais en tout cas, c'était juste pour dire que sur ce point de coordination, tout le monde a suivi l'actualité, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Merci. Voilà, donc, et donc tout ça pour dire, pour terminer, donc, sur les suites à donner, donc, il y a toute une série de travaux qui ont été réalisés, pour nous, de remise en état des installations. C'était important de retrouver la pleine capacité. Là, actuellement, on a des opérations de maintenance aussi qu'on réalise, parce que c'est l'été, donc on sait qu'on a un peu de mou. Par contre, il faut qu'on ait remis en place les choses pour l'hiver prochain. Il y a un certain nombre de travaux structurants qui sont engagés. Alors attention, structurants, mais bien évidemment, aujourd'hui, on nous parle maintenant de renforcer les installations. Ça, c'est pas des choses qu'on peut faire. Voilà, ça nécessite une réflexion d'une part sur les capacités supplémentaires, quel événement, faire face à quel événement. Donc là, c'est la question du changement climatique. On a travaillé sur le sujet aussi, mais voilà, tout ça va prendre un certain temps. Bon, il y a quand même des travaux qui sont en cours. Et puis, donc, effectivement, vous venez de les évoquer. Alors, on ne va peut-être pas épiloguer là-dessus, mais l'État, effectivement, et les collectivités sont en train de travailler sur les questions de gouvernance, de résilience. Effectivement, on a montré que le système on est un peu atteint des limites et qu'il allait falloir faire plus. Donc, ça, c'est des choses qui vont, dans les prochaines semaines et prochains mois, c'est même annoncé rapidement, vont se mettre en place pour, effectivement, améliorer la situation. Et pour les travaux, j'imagine que malheureusement, ces épisodes-là vous révèlent aussi les points de vulnérabilité et les points d'urgence, en fait, si je puis dire, sur les travaux. Oui, alors bon, nous, en tant que techniciens, on les connaît. Maintenant, on a travaillé, nous, sur le changement climatique. On vient de terminer une étude, un Delta 2050, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Donc, compte tenu des spécificités très fortes de notre territoire, on a été regarder quels étaient les impacts du changement climatique, soit submersion marine ou inondation. Et face à ça, donc, quelles étaient les solutions envisageables. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de pistes qui ont été explorées. Il y a des stratégies qui devront se mettre en place, qui dépassent d'ailleurs... tous les problèmes ne vont pas se résoudre par des questions d'hydraulique. Il ne suffira pas de mettre des pompes, des portes et de curer des cours d'eau, très clairement. Là-dessus, il y a des sujets d'aménagement du territoire, donc ce qui dépasse très largement, en tout cas, les compétences de l'institution, pas ceux des EPCI, qui eux sont, mais voilà, des aménageurs, les collectivités, mais sans doute aussi les usagers sur les questions sur le monde agricole. Peut-être qu'effectivement, en termes de culture, il faudra se préparer. Peut-être en hiver, on ne puisse pas cultiver certaines cultures parce qu'on va être noyé en hiver. Et l'été, à l'inverse. Voilà. Donc, il y a tout un ensemble de sujets qui dépassent très largement le champ d'intervention de l'institution. Et on voit bien qu'il y a deux temporalités d'action. L'immédiat, là, pour réparer déjà les dégâts de cet hiver, et puis penser à long terme, aménagement du territoire, urbanisme, qui sont encore d'autres sujets. Merci beaucoup, Philippe Parent. Valérie Saudemont, on va aller voir. Ils se sont beaucoup tournés vers vous, donc il y a plein de choses à raconter aussi du côté de la communauté d'agglomération de Saint-Omer. Là aussi, quel bilan et quelle perspective après ces inondations? Oui. Alors. Ça vient. Voilà. C'est bon. Oui, donc juste pour rappeler un petit peu la configuration de notre agglomération, effectivement, on en a déjà pas mal parlé, mais donc on a la M qui passe par chez nous, on a plusieurs bassins versants, donc la M, la Lys,
Mais sur cette petite cartographie assez schématique, on avait souhaité représenter en fait la problématique des débordements de cours d'eau. Bien entendu, avec ce qu'on a vécu, on a la pluviométrie, on a eu des problèmes de ruissellement, on a eu des problèmes de débordement de cours d'eau, de remontée de nappe. Et il faut savoir aussi que quand on a des problèmes de débordement de cours d'eau, bien souvent les fossés, on l'oublie et souvent on ne les voit plus parce qu'ils sont busés, mais il faut forcément un exutoire. Et quand il n'y a plus d'exutoire à la rivière, donc quid de ces problématiques? On a aussi du coup eu des inondations par débordement par les réseaux. L'eau pénètre dans les réseaux, soit c'est la rivière, il n'y a pas de clapet, la rivière remonte par les réseaux et vient inonder les rues ou directement les habitations. On a des gens qui ont été inondés par leurs toilettes, leurs baignoires, etc. Et il faut savoir aussi qu'à l'inverse, donc le clapet normalement protège de la remontée de la rivière par le réseau, mais quid quand il pleut avec les quantités de pluie qu'on a pu avoir quand on n'a plus l'exutoire. Donc ça, c'est voilà, on cumule les effets. Donc on a rappelé notre lien avec l'institution intercommunale, c'est que sur, on va dire, la partie nord de notre territoire, donc on a l'AM et aussi là qui arrive dans la partie qui est ensuite Maréo-de-Marois, puis évacuation des eaux à la mer. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important, la culture de l'eau, la culture du territoire, comment ça fonctionne. Parce qu'effectivement, quand on est sur le secteur de Fauquemberg, on se dit pas finalement que les effets de la marée, voilà, ça peut faire sourire parce qu'on a oublié comment ça fonctionne. Mais effectivement, une fois que ça arrive dans le Maréo-de-Marois, pour faire repartir toute cette eau, il va falloir pomper pour pouvoir évacuer. Et donc, il y a un temps de latence qui est très, très important. Un petit schéma, on en a beaucoup parlé. Vous avez d'une part les débits de pointe, de l'autre côté, la période de retour. Alors, on rappelle, la période de retour, c'est ni plus ni moins que des stats. Voilà. Et qu'aujourd'hui, on ne sait pas catégoriser finalement. Donc, on est sur des crues qui sont de plus de 200 ans. Mais on ne sait pas non plus les catégoriser parce qu'on n'a pas forcément de données et d'instruments de mesure au-delà de ces valeurs. Donc là, c'était un petit graphe qu'un bureau d'études V2R nous avait fait à partir de 1974. Donc les pics, vous voyez que c'est les débits de pointe maxi qu'on a eu. Nous, notre référence, c'est la station à Uzerne, donc en mètres cubes par seconde. Et les petites croix, finalement, c'est les périodes de retour. Donc vous voyez qu'effectivement, et c'est là où on a vraiment aussi une éducation pour la population, c'est de dire, on a souvent eu le discours, oui mais moi ça fait 50 ans que je suis là, je posais la question à ma grand-mère, elle n'a jamais connu ça. Oui mais déjà le territoire était certainement pas le même il y a 80 ans, il était certainement moins urbanisé, moins imperméabilisé, donc il faut remettre dans le contexte aussi les pluies qu'on a eu et les inondations en lien avec l'aménagement du territoire. Mais effectivement, quand on a une crue de cette envergure, on voit que finalement, jusqu'à présent, à part en 2002, c'est le pic au milieu où on avait atteint déjà près de 60 mètres cubes heure. Et donc, on a calibré la plupart de nos ouvrages sur ce pic. Donc, on rappelle aussi que quand on fait des ouvrages, le risque inondation, on ne pourra jamais promettre que ça ne reviendra pas, que ça n'existera plus. Voilà. Donc quand on fait des ouvrages, on les garantit sur leur fonctionnement jusque, nous, notre système d'endiguement de Languedoc, 57 mètres cubes heure. Au-delà, on gagne du temps. Parce qu'à un moment, l'ouvrage il sera rendu transparent. Mais en tout cas, on a ce temps de latence qui permet de stocker voilà, tout ce qui est retenue collinaire, les fameux champs d'inondation contrôlés, ça permet d'abaisser une ligne d'eau. Mais effectivement, ça permet de gagner du temps et de permettre aussi, justement, d'évacuer à l'AM d'arrivée, à l'A d'arrivée. Voilà, c'est une gestion aussi dynamique des écoulements de l'eau pour permettre leur évacuation. Donc, je pense que là, effectivement, ça revêt le caractère exceptionnel de ce qu'on a connu. Donc, effectivement, avec des ouvrages qui, pour le coup, donc on rappelle, on parle beaucoup de crues,
Mais en fait, il y en a eu 3. Il y en a eu celle du 6 au 7 novembre, celle du 10 au 11 novembre et celle du 3 au 4 janvier. Si on regarde la crue du 7 novembre, finalement, notre système d'endiguement, la valeur maxi a été dépassée et pourtant, il a été efficace. Alors c'est pareil, ça ne veut pas dire que sur Blandec, qu'il n'y a pas eu d'inondation. Il a protégé les habitations pour lesquelles il est défini. Ça, c'est important aussi. Ce n'est pas parce qu'il y a un système d'endiguement à un endroit qu'il protège toute la ville. Donc effectivement, il protège une portion, ce qui est la zone de protection. Et effectivement, tout le monde ne peut pas être protégé malheureusement. Bon, c'est le même graphe que tu avais expliqué. Donc effectivement, alors quand on arrive dans le Marais, moi, ce qui m'intéressait, effectivement, au-delà du niveau normal de navigation, etc., c'est vraiment de rappeler que dans la vallée, l'eau arrive très vite, mais quand on arrive dans le Marais audomarois, c'est plat. Donc, ça a la capacité de s'étaler et donc, du coup, de stocker. Mais par contre, pour évacuer, on voit sur la première crue, entre, on va dire, le 6 novembre et le 27 novembre, vous voyez ce dôme. Ça veut dire que jusque 2,50 m d'eau, en gros, on a les pieds dans l'eau. Les premières maisons commencent à être inondées. Et donc, toute cette courbe qui est au-dessus, ça veut dire que les gens sont restés plus de 3 semaines au minimum inondés. Donc, d'où, effectivement, on rappelle que le Marais audomarois, finalement, c'est une éponge. Qu'on le veuille ou non, c'est aussi... on aura beau faire ce qu'on veut, la topographie des lieux, on ne pourra pas la changer. Donc, il y a aussi cette notion de résilience du territoire et de culture des inondations. Et donc, on voit qu'on a eu de nouveau ce phénomène sur la partie de janvier. En sachant que, effectivement, on a eu les problématiques de débordement de cours d'eau, mais on a aussi les problématiques de remontée de nappe. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. On a eu sur l'ensemble du bassin versant, donc là, je prends l'exemple de l'Aa, parce que finalement, c'est celle avec le SMAJA, et puis ça fait écho à, là, comme ça, avec l'institution des Watringues, de la totalité du circuit de l'eau. Voilà, donc je ne commenterai pas plus, mais à peu près un petit peu plus ou moins 3000 logements impactés. On rappelle aussi, c'est important, dans la diapo que tu avais mise, Philippe, c'était la pluviométrie. Alors ça peut paraître bizarre, mais quand on est à Bourte, il a plus 70% de plus. On est en tête du bassin versant, et ça veut dire que toute cette eau va arriver. Et il y a plus 40% de plus, par exemple, sur Saint-Omer. Donc parfois, quand on est en dessous, on dit bah oui, mais il n'y a plus. Oui, mais non, mais pas tant que ça. Mais en fait, on va cumuler aussi l'ensemble du bassin versant, tous les ruissellements, toutes les nappes aussi ensuite qui sont saturées, qui alimentent la rivière. Et donc, à l'échelle d'un bassin versant, on peut avoir aussi des très grandes disparités de pluviométrie. Donc ça, c'est des données qui sont aussi importantes. Et pourtant, c'est ce qu'on disait, hein, il y a eu, depuis une décennie, pas mal d'ouvrages de ralentissement des eaux. Sans la faute d'orthographe, ce serait mieux. Je viens de le voir. Mais finalement, on rappelle, donc on a le SMAJA qui a porté un certain nombre d'ouvrages en tête de bassin. C'est là où il pleut le plus, c'est là où on essaye de stocker le plus et de permettre justement de laisser certaines crues passer avant, et c'est de baisser une ligne d'eau pour avoir du stockage, voilà. Mais ça n'a pas été suffisant. Donc on voit tous les petits points rouges, c'est les fameux CIC du SMAJA, et vous avez un très haut niveau de Blandec. Donc on rappelle aussi, quand on regarde le schéma, vous avez la totalité du bassin versant qui à un moment doit passer dans le goulet d'étranglement au niveau de Blandec, pour ensuite aller dans le Marais où ça va s'étendre. Donc il faut se dire que toute l'eau qui arrive, voilà, il n'y a pas 36 chemins, il va passer par là. Donc en complément des champs d'expansion de crues du SMAJA, qui permettent à l'échelle du bassin de faire baisser la ligne d'eau, Blandec restait très vulnérable. Donc là, la CAPSO a porté le système d'endiguement, qui est une mesure de protection très locale. Et on rappelle que du coup, on est plutôt en ville, donc en milieu urbain, et donc on est venu endiguer. Alors un petit rappel sur l'endiguement, parce qu'on a aussi des digues historiques, on va en parler après.
À l'époque, on ne se posait pas tellement de questions. Mais moi, sur ce système, quand je crée un endiguement, donc là, on voit, ça, c'est les photos prises par drone à l'issue de la crue du 7, on voit que ça a fonctionné. L'eau est derrière et il n'y en a pas forcément à l'intérieur. Donc, on stocke dans le parc de Vestov, on a stocké au niveau des champs, on a créé des zones d'expansion de crues, on a rouvert un bras. Mais ce qu'on rappelle aussi, c'est que si j'endigue, normalement, l'eau, elle doit aller quelque part. Donc il faut que je compense le fait d'avoir endigué et le fait finalement que la rivière ne peut pas s'étendre, notamment au niveau du bâti. Et l'autre phénomène, c'est ce qu'on a dit, si j'endigue, je ne peux plus rejeter mes eaux pluviales. Donc on a créé aussi dans le parc de Vestov un bassin et avec des systèmes de pompage. Alors l'expérience nous a montré que une fois que voilà, on avait des motopompes qui ont très très vite été dépassés avec toute l'eau qui est arrivée. Donc on a eu un coup de main des pompiers, de la sécurité civile qui sont venus avec des moyens de pompage plus importants pour pomper ce bassin et les rejeter au-dessus de la digue. Mais en fait, à un moment, faut pouvoir y accéder, il faut pouvoir y accéder en toute sécurité. Enfin, on se rend compte quand même que pour ce genre de crue, il faut se rappeler qu'il faut pouvoir, en toutes circonstances aussi, avoir accès aux ouvrages. C'est pas si facile que ça. Parfois, effectivement, on a pensé à surélever les armoires, etc., mais pas toujours pour des hauteurs d'eau aussi importantes. Et on rappelle aussi que moi, quand je suis en crue, quand je suis en crise du coup sur la partie GEMAPI, au sein de ma direction, j'ai le petit cycle et le grand cycle. Je suis aussi en crise au niveau de l'eau potable et au niveau de l'assainissement. Parce que mes systèmes d'assainissement, ils sont sous l'eau aussi. Donc, c'est assez compliqué. Donc, c'est autant d'eau qui peut déborder dans les réseaux, par les avaloirs et qui concourt finalement aux problématiques d'inondation. Donc, on rappelle un système d'endiguement de Blandec, ça protège plus de 300 logements et 16 entreprises. Le retour qu'on a eu au niveau de l'entreprise Norpaper aussi, ça a été que ça a fonctionné. Ils ont quand même eu de l'eau, parce qu'on a dépassé la capacité, mais ça leur a permis d'avoir plusieurs heures d'avance. Voilà, ils avaient déjà connu la crue 2002 et là, de pouvoir essayer de sauver et voilà, tout ce qui pouvait l'être. Forcément, par contre, il y a quand même eu un impact et un arrêt de l'usine pendant un certain temps, mais voilà, ça avoir un événement moins soudain. Oui. Et ensuite, on a les fameuses digues historiques, celles qui nous posent parfois le plus de problèmes. C'est-à-dire que dans le cas de la GEMAPI, ce sont des digues qui ont été classées par les services de l'État, des digues historiques qui sont souvent pas faites dans les règles de l'art. Ça peut être un merlon de terre fait par un agriculteur à un instant T pour pas que son champ soit inondé, ou alors des digues qui protègent vraiment. On a les habitations dans le lit mineur, la rivière passe au bout du jardin et donc on a fait une digue. Mais on ne s'est pas posé la question, est-ce qu'elle est contournée ou pas. C'est juste de bout à bout, juste derrière les habitations. Et ensuite, on a ce genre de digue, donc qui est notre fameuse digue HM4 pour Haute Meldic, parce qu'à un moment là, se divise en deux bras, la Haute Meldic, la Basse Meldic, mais l'exutoire est le même. C'est le canal, le marais et ensuite l'institution des Watringues pour l'évacuation à la mer. Et donc, au niveau de cette digue, il faut savoir qu'on a le canal qu'on voit bien. Et la Haute Meldic, en fait, passe au niveau du rideau d'arbres et elle est perchée. Et en fait, elle a été déviée à l'époque pour les usages plutôt de tannerie qui existaient. Et elle date du temps de Vauban et aussi pour sécuriser. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes de déversoir. Et donc, c'est une digue historique aussi de protection en lien avec les invasions. Donc, on souhaitait, si on était envahi, on ouvrait et on inondait. La difficulté, c'est qu'on a un peu oublié l'histoire et qu'on est venu bâtir. On est venu s'approcher dangereusement, mais par chance, on a encore toute cette zone naturelle qui est des pâtures. Le petit méandre que vous voyez au milieu, en fait, c'est un réseau de fossés qui récupère une grande partie des eaux de pluie et de ruissellement du bassin versant qui arrive là. Et ensuite, on a, notre système d'endiguement qui longe finalement tout la Haute Meldic qui est perchée et qui longe ses pâtures. Et on a un système d'évacuation qui est un siphon qui passe sous le canal et qui se rejette ensuite dans le marais. Et finalement, on s'est rendu compte de l'importance de ces zones naturelles qui existent et qu'il faut préserver parce que d'une journée sur l'autre, elles se remplissent. On avait des points de repère. Alors ça, c'est difficile aussi. Quand vous êtes en crue,
vous n'avez pas des échelles linémétriques où elles ont été dépassées. Et puis, à ce niveau-là, vous prenez, quand vous faites votre inspection, vous prenez des repères sur des barrières. Naturelles. Voilà, des arbres que vous marquez, des barrières, vous plantez des piquets en disant, bon, tiens. Et en fait, on voyait, d'une journée sur l'autre, à la décrue, en fait, on pouvait être surpris et tout d'un coup arriver et les pâtures étaient vides. Donc, on a aussi non seulement cette capacité de stockage. Alors là, vous voyez, on s'est approché très dangereusement, malgré tout, de l'arrière de certaines habitations, mais il n'y a pas eu d'eau qui est rentrée ni dans les entreprises, ni dans les habitations qui sont au coin là. Mais il faut savoir aussi que sur un système d'endiguement, vous avez toujours un ouvrage de sécurité. Il vaut mieux déverser, on va dire, proprement pour sauvegarder votre ouvrage. De toute façon, à un moment, si l'eau doit passer, elle doit passer. Donc on surverse, que de risquer un risque de rupture. Donc on a créé en 2015 un ouvrage de sécurité parce que c'est une digue historique, il n'y en avait pas, et qui nous permet de déverser très en amont au niveau des pâtures. Et donc ensuite tout ça repart. Ce qui nous fait dire, on a un petit peu deux cas comme ça. On a une autre digue BM5, BM6 où de la même manière on a des pâtures et donc du coup ça va rejoindre la thématique de l'agence de l'eau. Aujourd'hui on sait qu'il faut travailler à la préservation de ces pâtures et en fait on n'a pas fait d'études encore dessus, mais on sait que ce sont des zones humides. On ne voit pas sur la photo, mais on a un bois aussi et on voit clairement la capacité de stockage au-delà de la topographie, mais de la richesse. Et demain, quand on va travailler, on va changer un petit peu aussi notre philosophie, c'est-à-dire que quand on avait fait Blandec, on était plutôt sur on fait nos digues, on fait nos zecs, et OK, on touche la zone humide, combien de pourcents il faut aller compenser. Aujourd'hui, quand je regarde ce projet-là, je me dis, ah bah oui, je vais allier inondation et protection des milieux aquatiques, zone humide, parce que je vais travailler, alors là, j'aurais pas forcément la possibilité de refaire du méandrage, mais en tout cas, je vais pouvoir me dire, dans mon projet, je vais travailler sur une solution intégrée directement avec ma pâture et je ne vais pas la regarder que comme une zone de stockage. Je vais aussi optimiser sa capacité de gestion, d'infiltration pour qu'au moment où j'ai des crues aussi importantes, eh bien, je vais avoir du stockage. Appuyer sur ces zones. Oui, voilà. Pouvoir s'appuyer sur elles. Oui. Donc on rappelle l'importance aussi de pouvoir stocker tout au long et d'utiliser finalement ce qui va préserver nos habitations. Parce que là, on voit un petit peu ce qu'on disait, la partie collinaire qui arrive très vite. Et puis quand on arrive à Saint-Omer, hop, on est dans le marais. Et après, il faut encore faire plus de 30 km pour aller à la mer. Donc on a beau dire qu'on pompe, qu'on met tous les moyens nécessaires. Quand vous êtes à Blandec ou à Saint-Omer, à Arques ou dans le Marais, le temps que ces pompages se voient, c'est assez compliqué. Et on rappelle que nous aussi, on a vu à des endroits, on a des usagers qui nous ont remonté du côté de la Houle, qui l'ont vu remonter dans l'autre sens. En fait, c'est pas la Houle qui s'est inversée de sens, c'est le canal qui est interconnecté. Et comme il était plus haut, à un moment, c'est lui qui se déverse dans nos rivières. Donc là, c'est de nouveau le Marais. Alors finalement, qu'est-ce qu'on a fait, nous, Capso ? On rappelle 3000 habitations, 200 entreprises. On a eu un gros soutien des pompiers, 250 pompiers mobilisés avec la sécurité civile. On a 47 communes sur les 53 qui constituent la Capso reconnue en catastrophe naturelle. Et en propre Capso, forcément, on a eu 9 bâtiments communautaires, 1,5 million de travaux sur nos bâtiments, notamment le CRD de Arques qui va devoir être rasé parce qu'il est en zone inondable et à un moment, il faut se poser les bonnes questions. 10 millions de travaux de financement, donc ça c'est nos travaux d'urgence, voilà, berges, digues, déversoirs, curage, réseau OU, comme on disait, on a des armoires électriques, on a eu des problèmes, on a des canas qui sont arrachés suite à des effondrements de ponts. Donc voilà, on a sollicité l'État et l'agence de l'eau pour nous accompagner financièrement. Pendant les inondations, il y a forcément un suivi des digues, donc un gros travail sur le terrain, mise en place de cellules de cruise, des échanges avec l'État, les services de secours, les élus, et puis aussi l'ensemble de nos collègues qui portent la GEMAPI.
On a dû faire un confortement de digue, la fameuse digue dont je vous ai parlé, un dimanche matin. C'est arrivé, et puis il y avait un trou béant au niveau du talus de la digue, on le verra en photo. Donc là, on se coordonne avec la sécurité civile. Et puis, quand on est en crue, la difficulté, c'est aussi l'accès. On ne sait pas forcément accéder avec des engins lourds. Voilà, on ne peut pas tout amener comme on veut. Donc, il faut trouver des systèmes D. Et ça, c'est des choses à penser pour le futur dans nos ouvrages. On a distribué des denrées alimentaires avec l'association d'accueil des demandeurs d'asile d'Arc et les entreprises, notamment l'entreprise Auchan qui nous a fourni pas mal de denrées. Et ensuite, donc on a sollicité aussi au titre de... Voilà, il y a la GEMAPI, il y a l'eau, l'assainissement, mais il y a aussi les déchets pour accompagner justement toutes les communes et les sinistrés. Donc on a mis à disposition des bennes. On a retiré des embâcles, etc. Et là, quand on est en crise, on ne se pose pas tellement la question. C'est vrai que normalement, on va dire que sur la partie GEMA, c'est le SMAJA. Quand on arrive sur le terrain, voilà, on est tous solidaires. C'est pas moi, c'est l'autre. Donc chacun met à disposition ses moyens. On a sollicité pas mal d'entreprises qu'on remercie aussi de nous avoir mis à disposition. Il faut y aller avec des grues, hein. On fait attention aussi à la sécurité du personnel. Donc parfois, on a dû dire à la population, on ne peut pas intervenir, on ira quand c'est sécurisé. Le but, c'est pas de retrouver la grue et le bonhomme à l'eau, et l'embâcle, il sera toujours là. Donc voilà. Opération de ramassage de déchets polluants dans le Marais avec le PNR. Donc il y a eu des appels pour des volontaires pour venir ramasser tout ce qu'on retrouve. Une coordination avec le camion Alliance pour la partie assurance. On a mis en place des dispositifs d'aide pour les entreprises, les agriculteurs. On a mobilisé aussi, fait des appels pour des logements qui étaient vacants, créé des villages solidaires avec des mobil-hommes. Et puis, voilà, pour aider la Basse-Meldic à évacuer plus rapidement l'eau vers le canal. Mais bon, donc du coup, il va falloir que tu pompes encore. Voilà, on a un ouvrage de plus d'1 million d'euros qui devrait sortir de terre dans l'urgence. Et ensuite, quelle stratégie ? Donc forcément, on a une politique, au-delà de la GEMAPI, qui va être sur le foncier, les documents de planification et d'urbanisation, les retours d'expérience, etc. Les constats qu'on fait sur place avec les communes permettent de faire des cartographies, des laisses de crues, des hauteurs d'eau. On a une politique de rachat d'habitation des sinistrés dans le cadre du fonds Barnier. Il faut savoir que quand on a eu sa maison qui a été impactée à plus de 50%, il y a le fonds Barnier c'est un droit finalement. On peut se faire acheter sa maison. Donc c'est la CAPSO qui porte, voilà, l'État finance et il faut une porte d'entrée, donc qui est la CAPSO. Il y a aussi des politiques qui se mettent en place pour ceux qui ont été impactés à moins de 50%. C'est-à-dire que quand on a une habitation qui est improtégeable et qui est dans une zone d'expansion de crue, effectivement, il va falloir se poser la question, faut-il la garder, quoi. Donc c'est toute cette politique qui est en ce moment étudiée. La modification des documents cadres, notamment le PPRI du Marais Audomarois, qui est en cours d'approbation et qui va être revu dans la foulée. La problématique du PLUI qui est aujourd'hui à l'étude, qui va forcément, va falloir se reposer les bonnes questions en lien avec les zones inondées. On va faire un petit peu de pub pour le dispositif MIRAPI, donc mieux reconstruire après les inondations. Donc là, c'est des subventions de l'État pour, quand on ne bénéficie pas en gros d'un système d'endiguement qui nous protège, on a des mesures de protection individuelle sous forme alors vous en avez certainement entendu parler des fameux bâtards d'eau. Je rappelle qu'un bâtard d'eau, par contre, ça ne suffit pas à lui seul. Il faut penser aussi à obturer tout ce qui peut l'être, parce que sinon ça va rentrer par les réseaux, par les câbles électriques, par les fourreaux. Mais effectivement, il y a un gros dispositif et les syndicats se mobilisent pour faire les diagnostics de vulnérabilité dans ce cas de figure. Et s'il y a un reste à charge, pour certains travaux, c'est la CAPSO effectivement qui va prendre ce reste à charge financièrement. Voilà. Et ensuite, par rapport à nos systèmes d'endiguement proprement dit, donc forcément, il y a les poursuites des PAPI A, LIS, M, sont tous finalement à un moment stratégique de devoir être relancés. Et ça bouleverse un peu les calendriers parce qu'on avait inscrit des études et des travaux qu'il faut réinterroger. Le SMAJA, du coup, relance une étude d'optimisation des ouvrages suite aux nouveaux
au nouveau repère de crue qui a dépassé les 90 mètres cubes secondes à Uzerne. Et nous, on va se repositionner aussi sur nos systèmes d'endiguement qui étaient plutôt calibrés pour une crue de 2002 et qu'il va falloir regarder avec cet œil nouveau et surtout travailler de manière intégrée pour allier la protection et retrouver les fonctionnalités des zones humides pour la protection des inondations et aussi concourir à tous les objectifs de bonne atteinte écologique en 2027. Il y aura forcément, on ne va pas s'étaler là-dessus, mais une vision plus large du territoire par rapport au delta de la A. On a aussi parlé de la problématique d'évacuation des eaux. Il y a un projet d'étude pour avoir un 3e exutoire. Alors là, on pourrait penser qu'on va un 3e exutoire à la mer via les wateringues, mais on a dit la Lys, quand elle est en crue, elle peut aussi, au travers de ce qu'on appelle les fosses bassinées par le réseau VNF, envoyer des eaux vers le delta de la A. Quand on est tous en crise, quand on est tous avec des crues exceptionnelles, il faut se poser les bonnes questions. Il y a eu des pompages qui ont été faits pour envoyer de l'eau vers la Deule, qui, eux, avaient la capacité d'accepter ces eaux. Donc, du coup, l'idée, c'est peut-être aussi de se dire, oui, il faut un 3e exutoire à Coinchy qui soit pérenne et durable. Voilà. Là, je vous ai mis quelques photos. Donc, on voit notre système d'endiguement avec la zone naturelle, les problématiques d'embâcle. Les pompes de la sécurité civile, on en a eu plusieurs, les pompes de la sécurité civile française qui sont arrivées. Et ensuite, on a aussi eu les pompes slovaques. C'est celles que vous voyez là. Donc, il y a eu vraiment une solidarité au-delà des frontières. Bon, on rappelle, c'est bien de pomper, mais derrière, j'ai dû aller réparer les berges des VNF. On voit quand on déverse, on fait quelques dégâts collatéraux. Voilà. Merci beaucoup pour tout ça. Et puis en image, effectivement, c'est très parlant. Il nous reste quelques instants pour prendre des questions du public, s'il y en a. Ça a été très dense et de faire des zooms comme ça sur des secteurs, c'est très intéressant. Est-ce que quelqu'un a une question ou une observation d'ailleurs sur ce qui a été dit ? Vous avez été parfaitement complet, je crois, et exhaustif sur vos territoires respectifs. On a évoqué tous ces travaux-là qui s'annoncent, tout ce qui est à la limite facile, si je puis dire, accessible, la restauration des berges, des cours d'eau, tous ces gros travaux qui vous attendent. Mais tout ça, finalement, c'est à mettre en regard avec le coût des inondations. Voilà, comment est-ce que vous quantifiez tout ça ? Coût des travaux et en même temps coût des dégâts. Aujourd'hui, il n'y a même pas match, si je puis dire. Aujourd'hui, sur la partie des travaux structurants, on a travaillé effectivement dans l'urgence et fait le tri dans ce qui pouvait être fait rapidement avec le soutien de l'État. On va être clair, aujourd'hui, à chaque fois je dis à mon DGS, moi je dépense, mais voilà. Seul, sans les partenaires financiers, on n'a pas la capacité d'y aller. On a un budget, nous, la CAPSO, à 2,5 millions pour la GEMAPI. On inverse 1,8 million minimum jusqu'à présent aux syndicats qui portent aussi la thématique pour nous. L'institution des wateringues, Philippe l'a dit, les coûts énergétiques sont pharaoniques. Donc avant la crise, avant les inondations, on a eu la crise énergétique. Voilà. On a eu des portages aussi sur des politiques, etc., qui nous ont amené, les syndicats, à repenser aussi certaines subventions, etc. Donc on avait déjà, chaque syndicat nous avait alerté sur le fait qu'il y allait avoir une augmentation. Bon là forcément, post-crise, on verra, elle va encore augmenter. Nous, on va augmenter de 500 000 euros la taxe GEMAPI, mais effectivement, ce n'est pas suffisant. Donc on a déposé les fameux DESEC, fonds exceptionnels, agences de l'eau. On a chiffré aujourd'hui à l'instant T pour plus de 10 millions de dégâts et d'investissements. Quand on a un budget, même à 3 millions, voilà. Parce que derrière, il faut penser aux projets structurants qui étaient déjà dans les circuits en dehors des inondations. Donc aujourd'hui, clairement, là où on va, c'est grâce au soutien des partenaires financiers et notamment de l'État. D'accord. Et les moyens seront mis, j'imagine, après cet hiver qui a quand même bouleversé tout le monde dans la région. Messieurs, vous vouliez rajouter un dernier très rapide mot de conclusion, très rapide. Allez-y. Non, effectivement, sur les aspects financiers, nous, on se rend compte qu'on avait un certain rythme jusqu'à présent.
Sachant qu'on est déjà en évolution depuis 2016, voilà, nos compétences tous les ans augmentent. Voilà. Aujourd'hui, on parle pour nous aussi de traiter les questions de submersion marine. Donc là, ça veut dire tout le champ des digues à la mer, qui est aussi un champ énorme. Donc ce qui est évident, enfin là, l'épisode, on avait réfléchi aux questions de changement climatique et on sait que il y aura des actions à mener d'adaptation. Alors, on l'a dit, aujourd'hui, sans doute des actions structurelles de renforcement, mais aussi des actions plus sobres, on va dire. Voilà. Mais en tout cas, c'est clair que la question financière va se poser à un moment. De ce que l'on a cru comprendre des discussions post-événement, c'est que même le gouvernement français a pris la mesure un petit peu de ce sujet. Et enfin, il va faire sans doute du Pas-de-Calais d'ailleurs un laboratoire sur le sujet, donc on verra un petit peu où ça nous mène, mais à l'évidence la question financière va se poser, comme on l'a dit, avec les moyens qu'on a actuellement, on n'est pas en capacité d'absorber de tels événements, que ce soit sur les investissements ou sur le coût des dégâts. Stéphane Jourdan, si vous souhaitez conclure rapidement. Rapidement, c'est rappeler quand même que tout ce qui a été présenté, en fait, il y a eu des approches déjà prédictives dans le cadre d'analyse coût-bénéfice, c'est-à-dire que systématiquement, quand on a des programmes d'investissement tels que mes voisins l'ont présenté, on va regarder si le coût des travaux qu'on prévoit pour se prémunir d'un aléa est bien inférieur au coût des dommages, globalement. Et dans la réflexion, ce que nous apprend l'événement, c'est que les gens n'acceptent pas finalement de ne pas être protégés, alors que si on voulait les protéger des événements qu'on a subis, le coût collectif pour les collectivités comme pour les pouvoirs publics serait colossal et serait hors de portée. C'est un peu l'idée de dire, voilà, il neige un jour dans l'année. C'est la culture du risque. Je vais acheter une déneigeuse pour que les gens puissent aller à leur travail une fois dans l'année. Et après, on va critiquer pendant les 10-15 ans qui viennent où il n'y aura pas de neige, le fait d'avoir acheté la déneigeuse, parce que c'est une gabegie d'argent public. Et aujourd'hui, voilà, on a un événement qui est arrivé avec une période de retour de 200-500 ans. Il faudra quand même toujours se poser la question justement des dommages évités et de l'adéquation entre les investissements qu'on va engager et le niveau de protection qu'on se donne. C'est pour ça que dans le cadre des PAPI, Valérie l'a rappelé, généralement on dimensionne pour 20 ans de période de retour. On a une sécurité, on va dire, jusqu'à 50 ans, mais au-delà, en termes de puissance publique, c'est hors de portée. Donc voilà, c'est juste rappeler que l'inondation, c'est un événement naturel et on ne peut pas se protéger de tout, quoi. On ne peut pas se protéger de tout, mais il faut avoir en tête que ce genre d'événement, malheureusement, avec le réchauffement climatique, sera sans doute amené à se répéter. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir posé ce débat passionnant. Et on voit qu'il y a des politiques sur le terrain qui sont déjà menées, qui vont se poursuivre dans les années à venir en espérant un hiver prochain plus clément. Merci à vous de nous avoir écoutés avec patience pendant 1h30. Nous nous retrouvons dans une petite demi-heure pour la conférence plénière institutionnelle. Donc ne partez pas trop loin. Merci à vous. 3, 2, 1. Here we go!